L'endométriose, ça affecte beaucoup les femmes. Les femmes vont aller consulter parce qu'ils ont des douleurs menstruelles, puis pas tous les médecins en première ligne sont au courant que ça peut être ça aussi, je pense. Oui, c'est ça. C'est vraiment important qu'on en parle à tous les niveaux. Je crois qu'il y a eu une banalisation des douleurs menstruelles ou un tabou autour des douleurs menstruelles qui font que, autant dans la population que même dans le corps médical, on dirait qu'on n'a pas assez mis d'attention. C'est vraiment facile de sous-estimer tout l'impact que ça a sur ces femmes-là. Il y a des jeunes femmes qui témoignent que ça a changé leurs aspirations. Souvent, les femmes, ça fait tellement longtemps qu'elles souffrent que ça leur fait plaisir. J'ai des femmes qui viennent du Nouveau-Brunswick, j'ai des femmes de Nouvelle-Écosse, de partout au Québec qui viennent à Québec pour avoir ça. Donc, les femmes n'ont pas peur de se déplacer pour aller dans les centres tertiaires pour avoir leur réponse. Puis le but, c'est ça, c'est de retrouver une vie normale, de soulager la douleur, puis d'arriver à une situation qui est acceptable. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une maladie qui atteint une femme sur 10, mais pourtant qui est très peu comprise encore, qui est l'endométriose. Donc pour ce faire, je reçois Dr Sarah Maheu-Lacroix, qui est une spécialiste de l'endométriose, donc gynécologue obstétricienne, qui fait des chirurgies très spécialisées en endométriose. Donc on va parler du sujet. Merci d'être avec nous, Dr Maheu-Lacroix. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Ça me fait plaisir d'être ici. Donc pour ceux qui ne savent pas, le mois de mars, c'est le mois de l'endométriose. Oui. Donc, pourquoi c'est important, selon toi, d'avoir un mois, justement, où on parle puis on fait on démystifie ce qui est l'endométriose? Mais en fait, parce que l'endométriose, c'est hyper fréquent. Donc, une femme sur 10, c'est aussi fréquent que le diabète. Pourtant, quand on se promène dans la rue, on parle à des gens autour de nous, il y a plein de gens qui connaissent pas c'est quoi l'endométriose, qu'est-ce que ça fait. Puis, malheureusement, ça a des conséquences, le fait qu'on connaisse pas bien cette maladie-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent avant de consulter, qui savent pas que ça existe, donc ils demandent pas d'attention, ils vont pas consulter pour leur douleur menstruelle, ils savent pas que ça peut être dû à certaines maladies. Puis c'est important qu'on le sache plus, qu'on en parle davantage, puis qu'on donne enfin l'attention qu'elle mérite à l'endométriose. Oui, parce que l'endométriose, ça affecte beaucoup les femmes. Tu sais, comme vous le dites, les douleurs. Puis souvent, les femmes vont aller consulter parce qu'ils ont des douleurs menstruelles, puis pas tous les médecins en première ligne sont au courant que ça peut être ça aussi, je pense. Fait que c'est important qu'on en parle puis qu'on démystifie. Quand est-ce qu'il faut chercher une endométriose? Oui, c'est ça. C'est vraiment important qu'on en parle à tous les niveaux. Je pense que c'est au niveau de notre société. Je crois qu'il y a eu une banalisation des douleurs menstruelles ou un tabou autour des douleurs menstruelles qui font que, autant dans la population que même dans le corps médical, on dirait qu'on n'a pas assez mis d'attention. Il n'y a pas eu assez d'argent pour le financement des soins et de la recherche. Donc, il y a encore beaucoup de choses à découvrir au niveau de l'endométriose pour améliorer nos soins. Puis, c'est vraiment un problème parce qu'on peut avoir des importants délais au niveau du diagnostic à cause de ça. Là, on sent qu'il y a un vent de changement, qu'on en parle plus, que les gens sont plus alertes. Il y a aussi beaucoup de formations médicales continues qui se font, des belles découvertes pour améliorer le diagnostic, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Oui, c'est ça. Puis justement, on va commencer par en parler. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est l'endométriose, ou des fois, c'est difficile à comprendre exactement ce que c'est. Donc, comment toi, tu l'expliques aux gens quand ils viennent dans ton bureau, puis oui. c'est probablement une endométriose? Alors, la définition, c'est du tissu qui ressemble à de l'endomètre, qui va être en dehors de l'utérus. Donc, l'endomètre, c'est vraiment le tissu à l'intérieur de l'utérus qui va grossir à chaque cycle pour accueillir une grossesse. Et lorsqu'on tombe pas enceinte, le tissu va être expulsé par l'utérus, ça va être la menstruation. C'est un tissu qui va être très inflammatoire autour de la menstruation. Donc, lorsqu'on a ce tissu-là à l'extérieur de l'utérus, donc dans le ventre, le plus souvent au niveau pelvien, ça va fluctuer avec les fluctuations hormonales du cycle, mais aussi ça va créer de la douleur, de l'inflammation, de la cicatrisation aussi à la longue, à force d'avoir toujours cette inflammation-là au niveau des lésions d'endométriose qui peuvent provoquer, oui, de la douleur, mais aussi de l'infertilité parfois par les changements par l'inflammation en tant que telle qui peut nuire à la fécondité, mais aussi par les changements au niveau des trompes des ovaires qui peuvent causer de l'infertilité.
Donc, est-ce qu'on sait comment le tissu fait pour se rendre ailleurs qu'au niveau de l'utérus? Oui, il y a plusieurs hypothèses. En fait, il y a l'hypothèse du reflux menstruel. Donc, il peut y avoir des cellules d'endomètre lors de la menstruation qui vont refluer par les trompes vers le ventre. Et ces cellules-là, par des mécanismes qu'on ne connaît pas encore complètement, chez certaines femmes, ces cellules-là vont arriver à s'implanter puis se développer puis faire des lésions d'endométriose. Il y a d'autres hypothèses parce qu'on peut retrouver de façon beaucoup plus rare, mais des lésions même en dehors du pelvis. Donc, on peut avoir parfois des cellules qui pourraient voyager par le système sanguin ou le système lymphatique puis aller s'implanter ailleurs dans le corps, créer des lésions d'endométriose. Puis la dernière hypothèse, c'est du tissu qui pourrait se transformer. Donc, on a certains tissus dans notre corps qui peut se transformer, ça s'appelle la métaplasie. Donc, c'est l'autre hypothèse où on pense que certains tissus pourraient se transformer en tissu endométrial puis expliquer certaines lésions. Okay. Il y a beaucoup de mystères encore sur le pourquoi, mais c'est là où on en est. Beaucoup d'études qui essaient de comprendre. On sait que c'est un petit peu plus fréquent chez les femmes qui ont des maladies auto-immunes. Il y a clairement une prédisposition familiale, mais on essaie de comprendre pourquoi chez certaines femmes ça se développe, puis pourquoi chez certaines femmes ça va continuer à évoluer vers quelque chose de beaucoup plus grave, versus chez d'autres, la maladie va être une forme beaucoup moins sévère. Donc, on en est là en recherche. Justement, toi, tu fais beaucoup de recherches. Est-ce que ça concerne un peu de trouver les causes ou c'est d'autres sujets? Oui, moi, personnellement, mon plus grand intérêt en recherche, ça va être vraiment d'aller étudier comment on peut mieux adapter notre traitement aux différents sous-types de femmes. Donc, l'endométriose, ça a longtemps été mis sous le même parapluie, mais on se rend compte que les femmes sont complètement différentes l'une de l'autre et surtout en douleur, c'est très complexe. L'expérience de la douleur peut être extrêmement variée. Donc, c'est de mieux comprendre à qui on a affaire, donc quelle patiente, sous-type de patiente, phénotype de patiente va mieux répondre à telle ou telle approche. C'est quoi comment on peut mieux l'informer sur les chances que tel traitement fonctionne? Est-ce que la chirurgie peut être une belle option? Les autres approches alternatives qu'on peut mettre autour de ça, donc de mieux personnaliser le traitement, mais aussi d'améliorer le diagnostic. Donc, mes recherches en impliquant les patientes m'ont vraiment appris que le diagnostic est extrêmement important. On avait beaucoup tendance avant de dire, bon, t'as mal, d'une façon ou d'une autre, on va commencer un traitement pour essayer de soulager tes douleurs, ce qui peut être très, très bien, mais il y a beaucoup de femmes qui veulent savoir. Ça fait partie de la thérapie, de comprendre pourquoi elles ont mal comme ça. C'est extrêmement angoissant d'avoir une douleur aussi sévère qui peut te clouer au lit, t'empêcher d'aller travailler. Ils sentent qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Puis de juste commencer un traitement sans comprendre c'est quoi, c'est difficile. Alors, les avancées au niveau de l'imagerie, moi, je travaille beaucoup avec l'échographie avancée, où avant, on était seulement capable de voir les endométriomes, donc les kystes d'endométriose aux ovaires. Maintenant, on est capable de voir des lésions profondes dans les ligaments, donc beaucoup plus de femmes qu'on est capable de diagnostiquer par l'imagerie sans avoir recours à la chirurgie. Puis elles nous rapportent que c'était un moment clé dans leur parcours d'enfin voir les lésions qui expliquent leurs symptômes. Ça peut être un argument pour les convaincre. Personne n'aime prendre des hormones pour rien, mais là, de dire oui, je vais le prendre, mon traitement hormonal suppressif parce que je les vois, les lésions, je sais que j'ai à traiter ça. Enfin, il y a une cohérence dans tout ce que je vis. Donc, l'importance du diagnostic puis l'amélioration du diagnostic, c'est aussi l'une de mes passions en recherche. OK. On va reparler parce que tu as dit beaucoup de choses. Là. On va reparler de tout ça, mais si je reviens à la cause, selon toi, comment ça qu'on n'a pas encore mis le doigt sur c'est quoi la cause de l'endométriose? En fait, on sait pertinemment que ça a été sous-financé en recherche. Donc, c'est sûr que les avancées, les percées en médecine, plus on va financer un domaine, on a mis beaucoup d'argent dans le diabète, le cancer, il y a eu des extrêmement belles avancées dans ces domaines-là, des cliniques spécialisées, même pour les soins, ça s'est amélioré. En endométriose, ça a été négligé. Il y a plusieurs pays qui en ont fait maintenant une priorité, qui ont fait des plans d'action nationaux comme l'Australie où moi j'ai été formée. C'est très inspirant de voir ça. En revenant au Canada, j'ai participé à EndoAct, qui est une action politique. On veut mieux faire comprendre la maladie. On envoie des lettres aux politiciens. On veut sensibiliser la population. On a impliqué tous les acteurs qui peuvent agir en endométriose. Donc, les patients, des physios, des psychologues, des médecins de famille, des gynécologues. On veut vraiment
amener l'attention sur nécessaire sur le problème. Puis c'est sûr qu'en finançant davantage la recherche, on va mieux comprendre les variations génétiques, les facteurs qui viennent influencer le développement de la maladie. Donc, non seulement comprendre pourquoi certaines femmes l'ont, certaines femmes l'ont pas, mais pourquoi certaines femmes ont vraiment une maladie plus sévère, comment on peut la détecter plus tôt pour arriver à faire une différence, avoir une action plus rapide pour éviter les conséquences de la maladie. Puis parce que toi, tu as vu, j'imagine, des milliers de femmes presque, j'imagine, en endométriose? Oui, mais c'est sûr que moi, je travaille là, essentiellement avec des femmes qui ont de la douleur pelvienne et de l'endométriose. Donc, c'est la majorité de ma pratique, oui. Donc, dans ta pratique, est-ce que tu as observé certaines choses sans que ça soit prouvé scientifiquement encore, qui t'orientent vers... il y a plus de chances que ce soit une endométriose. Est-ce que toi, tu as identifié des facteurs de risque? Oui. Bien, c'est sûr que la prédisposition familiale, c'est un facteur de risque très, très grand. Donc, une femme qui a une mère, une sœur, une fille qui aurait de l'endométriose, on est dans 4 à 5 fois plus de chances d'avoir de l'endométriose. Par contre, c'est pas sûr qu'elle va en développer. On se sert beaucoup du questionnaire. C'est sûr que certaines femmes ont des symptômes plus atypiques, mais il y a des histoires vraiment très classiques. Donc, tu sais, c'est des douleurs menstruelles qui, avec le temps, sur des cycles naturels, vont souvent progresser en intensité, peuvent même jusqu'à devenir des douleurs qui vont commencer là, plusieurs jours avant les menstruations, perdurer plusieurs jours après. Il y a des femmes qui se rendent à un stade où ils ont mal à tous les jours. Lorsqu'elles prennent un traitement comme la pilule contraceptive, des fois pour d'autres raisons, tu sais, dans leur vie, elles l'ont pris pour la contraception, mais là, ça soulageait. Lorsqu'elle arrête, ça reprend. Donc, il y a vraiment des histoires très classiques. Au niveau des symptômes digestifs aussi, on sait qu'il y a des lésions souvent qui viennent entre l'utérus et le rectum. Donc, lorsque le rectum se remplit, des fois, ça vient tirer sur les lésions. Puis là, lorsqu'elles passent les selles, là, ils sont soulagés, ils ont moins mal, douleur aux relations sexuelles profondes, parce que souvent, c'est là que les lésions sont. Donc, il y a beaucoup d'indices au questionnaire. Des fois, c'est des symptômes urinaires aussi. Quand la vessie est pleine, ça vient tirer, ça leur fait mal. Donc, on sert de ça. Mais des fois, c'est un feeling clinique, mais c'est vraiment important de travailler globalement. C'est l'examen physique. Des fois, il y a certaines femmes qui ont une forme très sévère, qui n'ont presque pas de symptômes non plus. Donc, il faut être très vigilant à l'examen physique, mais aussi à l'imagerie. Donc, c'est pour ça qu'à l'imagerie, on est capable maintenant de voir beaucoup de lésions. Ça nous aide à corréler parce qu'il y a aussi des femmes qui ont énormément de douleurs pelviennes puis c'est pas dû à l'endométriose. Donc, il faut démêler puis les femmes veulent savoir. Puis lorsqu'on a une imagerie qui est négative, qui est normale, des fois, c'est un peu décourageant pour la femme. Puis là, il reste des fois des lésions superficielles. On arrive à en voir à l'imagerie, mais on peut en manquer. Donc, il y en a des fois qui décident d'aller vers la chirurgie, qu'on sache s'il y en a ou non. Mais après ça l'aide à progresser parce que oui, il y a des moyens pour gérer aussi la douleur, soulager la douleur pelvienne chronique avec des approches multidisciplinaires. Puis, déjà, ces femmes-là, ben, sachant que ça sert à rien qu'elles prennent des hormones le reste de leur vie jusqu'à la ménopause, ben, déjà, ça leur amène là, des réponses. Puis, ils peuvent commencer à cheminer dans leur parcours. Donc, ce que je voulais dire, c'est si on n'a pas justement le diagnostic d'endométriose, bien, la contraception, c'est pas une solution. Donc, c'est à ce niveau-là que je voulais dire Bien, il y en a qui vont décider, surtout on se fie beaucoup aux symptômes, surtout celles qui sont pas améliorées. Bien là, on va l'arrêter. Mais il y a des femmes, des fois, qui ont vraiment de l'endométriose, puis on va insister un peu parce qu'on voit que c'est en train d'envahir le rectum, l'arbre urinaire. Donc là, ça convainc que oui, il faut que je le prenne. Ou des fois, il y en a qui vont trouver celui qui donne le moins d'effets secondaires, même si on n'est pas dans un terrain complètement parfait où ils voient les bénéfices. Il y a certaines femmes qui n'ont pas d'endométriose, mais qui vont quand même prendre une contraception orale ou un progestatif ou une méthode hormonale qui va supprimer les menstruations parce que peu importe pourquoi on a mal au ventre, c'est sûr que si j'ai un côlon irritable extrêmement sévère ou j'ai une vessie douloureuse, puis qu'en plus j'ai mon utérus à côté qui est menstrué, je vais avoir encore plus mal. Donc, dans la douleur, on veut vraiment aller chercher tous les éléments qui vont nous aider à gérer la douleur. Donc, c'est possible que même si j'ai pas d'endométriose, d'aller supprimer mes menstruations avec une méthode hormonale, je vais avoir un bénéfice. Puis le but, c'est ça, c'est de retrouver une vie normale, de soulager la douleur, puis d'arriver à une situation qui est acceptable. Puis pourquoi tu penses qu'il y a autant de délais
dans le diagnostic de nos jours, là, parce que c'est sûr on en reçoit plein de femmes qui ont des douleurs menstruelles. C'est quand qu'il faut... Vous avez nommé un peu les symptômes, il y en a qui sont typiques, mais je pense que, tu sais, disons, j'avais une ado qui est venue me voir cette semaine, puis même d'aller à l'urgence, la mère allait à l'urgence tellement qu'elle a mal pendant les menstruations, puis ils font rien, là, ils n'ont pas fait le bilan, ils n'ont pas fait d'échographie. Oui. Donc, ce serait quoi la suite, puis comment optimiser la prise en charge? Oui. Bien, c'est sûr que les délais diagnostiques, je crois qu'il faut cesser la banalisation ou la normalisation des douleurs menstruelles. Donc, c'est sûr que si on a une douleur qui nous empêche de fonctionner, c'est absolument pas normal. Puis, il faut travailler au niveau du corps médical à s'assurer qu'il y a une écoute, de l'empathie, une bienveillance pour s'occuper de ces gens-là parce que les gens n'ont pas le goût d'aller à l'urgence. Puis je pense qu'en général, il y a un très bel accueil des patientes, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de patientes des fois qui nous rapportent qu'ils ne se sont pas senties comprises ou qui n'ont pas senti leurs symptômes validés. Puis ça, il faut mettre fin à ça. C'est très, très important. En situation de crise, il faut soulager la douleur, c'est certain. Donc, l'urgence est faite pour ça. Éliminer les causes dangereuses et soulager la douleur dans la crise aiguë. Parfois, c'est difficile parce qu'il y a des femmes qui vivent dans tellement de douleurs qu'on peut arriver des fois aussi à des niveaux où c'est difficile. On est dans le max de l'analgésie qu'on est à l'aise de gérer. Donc oui, ça crée même pour les docteurs des situations difficiles. Puis les patientes vivent aussi des situations difficiles quand ils consultent puis que finalement, ils repartent avec aucune solution. C'est vraiment décevant. Mais pour améliorer, bien, c'est sûr que dans les investigations, donc un bon questionnaire, on est à l'écoute, l'écho pelvienne est habituellement la première investigation. La seule chose qu'on peut voir, c'est les kystes d'endométriose, donc les endométriomes, qui peuvent permettre de confirmer qu'il y a une endométriose. Par contre, si l'écho pelvienne est normale, ça ne permet pas d'exclure qu'il y a de l'endométriose. Donc, c'est pas sur une écho pelvienne de base normale qu'on peut l'exclure. Il y a de plus en plus, on devrait avoir dans nos échographies pelviennes le signe du glissement entre le rectum et l'utérus. Donc, c'est souvent un signe indirect d'endométriose et un marqueur de maladie sévère. Ça, c'est vraiment important que ça devienne largement utilisé. Donc, ça permet là, de détecter les adhérences entre le rectum et l'utérus. C'est un bel outil pour trier déjà. Puis, dans un monde idéal, on aimerait que toute femme qui a de la douleur menstruelle sévère, qui n'est pas soulagée juste avec du Tylenol puis des anti-inflammatoires, tu sais, il ne faut pas alarmer. Ça peut être normal d'avoir de la douleur menstruelle quand, avec un petit peu de Tylenol, anti-inflammatoire, tout va bien, c'est correct. Mais c'est vraiment celles que ça atteint le fonctionnement, qui se sentent clouées au lit, qui doivent manquer du travail. Ils se reconnaissent, ils se sentent préoccupés. Puis malheureusement, des fois, ils se font dire, ben non, c'est normal, puis là, ils ne consultent pas. Alors que chez ces femmes-là, d'avoir une bonne imagerie poussée, soit une résonance magnétique ou maintenant les échographies avancées, où on arrive à aller voir les lésions. Là, lorsqu'on voit une lésion, déjà, on est capable de donner un diagnostic. Lorsque c'est négatif, oui, encore, il reste un trou. Il y a peut-être les tests de micro-ARN qui s'en viennent là, par la salive, qui ne sont pas encore commercialisés au Canada, mais il y a des femmes, des fois, qui décident d'aller à ce moment-là à la chirurgie pour aller voir est-ce qu'il y a des lésions, puis qu'on les traite au besoin si elles sont présentes. Puis de cette façon-là, on arrive à escalader pour confirmer le diagnostic, avoir une bonne prise en charge, puis éviter qu'on manque le diagnostic, puis qu'on n'arrive pas à partir un traitement efficace. Donc, vous avez dit, il y en a qui vont aller, quand on parle de chirurgie, c'est la laparoscopie? Exactement. OK, juste exploratoire pour voir est-ce qu'ils pourraient voir des lésions d'endométriose? Oui, parce qu'habituellement, on va vraiment réserver la chirurgie pour les échecs aux traitements médicaux. Donc, on va toujours commencer par un traitement médical avec le traitement suppressif, qui sont les méthodes plutôt hormonales, comme une pilule contraceptive, un progestatif. Il y a certains médicaments aussi qui peuvent créer comme une ménopause réversible pendant le temps qu'on le prend. Mais il faut savoir que dès qu'on arrête ces médicaments-là, les symptômes vont revenir, les lésions vont recommencer à progresser. Donc, c'est des médicaments habituellement qu'on va prendre jusqu'à la ménopause. Dans la majorité des cas, ça va marcher. Moi, souvent, la règle de pouce, c'est un 80% de chance que ça fonctionne, mais il y en a pour qui les douleurs vont continuer ou il va y avoir des effets secondaires. Puis là, on va avoir recours à la chirurgie. Mais la chirurgie ne remplace pas le traitement suppressif parce que malheureusement, même avec la chirurgie, même si on fait tout un ménage, on enlève toutes les lésions peuvent revenir. Donc, la vraie combinaison gagnante serait de continuer le traitement suppressif, mais d'ajouter la chirurgie
pour pouvoir enlever les lésions, puis que là, on a un soulagement adéquat. Ça serait le monde idéal. Mais il y a certaines femmes que c'est pas par un échec au traitement, mais elles ont besoin de savoir, puis il faut respecter ce besoin-là. Des fois, l'imagerie est complètement négative, mais ils ont des douleurs très sévères. Ça arrive des fois qu'on ne trouve pas l'endométriose, mais ça fait aussi partie du cheminement de savoir que les douleurs ne sont pas dues à ça. Puis, ça prend un œil expert qui va aller biopsier tous les endroits sur les péritoines qui sont le tissu qui tapisse l'intérieur du ventre, tous les endroits qui pourraient avoir des lésions, on les biopsie, on les excise, on les envoie à un pathologiste qui va examiner au microscope pour voir est-ce qu'il y a un diagnostic, oui ou non. Puis on se rend compte qu'avant, on disait, de toute façon, c'est les mêmes traitements, mais les femmes ont besoin de savoir pour se convaincre avant de prendre des hormones jusqu'à la ménopause, de savoir qu'est-ce qu'on traite, puis qu'est-ce qui cause leurs symptômes. Oui, parce que aussi de prendre la contraception, vous avez dit une ménopause un peu provoquée, ils peuvent pas avoir d'enfants, ces femmes-là? Oui. Il y a des méthodes, là, mais... Oui, tous les traitements suppressifs pour freiner la progression, parce qu'il y a aussi l'analgésie. On peut se soulager par du Tylenol, des anti-inflammatoires, mais ça n'empêchera pas la maladie de progresser. Les traitements suppressifs sont hormonaux, puis ils sont aussi contraceptifs. Donc, les progestatifs, quand on prend ça, les pilules contraceptives, ils sont souvent pas reconnus, certains progestatifs ou les traitements qui mettent en ménopause réversible sont pas reconnus comme contraceptifs, mais en vrai, on n'ovulera pas, donc non, on tombera pas enceinte. Donc, c'est des traitements qui vont être pris, mais au moment de faire des bébés, là, on doit l'arrêter si on veut essayer une grossesse spontanée. Sinon, il y en a qui se tournent vers la fécondation in vitro ou des fois, il y en a qui se tournent à ce moment-là vers la chirurgie. S'ils ne tolèrent pas d'avoir des cycles spontanés, des fois, c'est une fenêtre où on voit plus de chirurgie parce que là, la femme veut pouvoir tolérer ses cycles spontanés pour tenter une grossesse naturelle. Et c'est des choses qu'on voit, là. Donc, elle va avoir une chirurgie pour enlever les lésions, mieux endurer ses cycles pour pouvoir tomber enceinte? Oui. Puis, on a aussi des évidences que non seulement la chirurgie aide pour la douleur, mais aide aussi à tomber enceinte. Donc, d'enlever les lésions vient réduire l'inflammation probablement, ce qui aide à la fécondation. Puis, on a vraiment des bons essais cliniques randomisés qui montrent que d'enlever les lésions aide à tomber enceinte, aide à soulager la douleur, mais c'est une chirurgie. Donc, c'est sûr que quand on peut s'en sauver, si on est capable d'arrêter le traitement, tolérer quelques cycles pour l'essayer spontanément. Mais moi, je dis aux femmes, attendez pas que la douleur revienne. Arrêtez pas votre méthode puis attendre plusieurs cycles. Dès que vous l'arrêtez, vous ciblez votre ovulation, vous l'essayez quelques mois si vous êtes capable de tolérer. Puis l'idéal, c'est ça, puis qu'on aille vers la chirurgie seulement s'il y a un échec à ça. On veut toujours se tourner vers la chirurgie lorsqu'on a essayé les autres alternatives, comme il y a des risques associés à la chirurgie. Puis, est-ce que les femmes, parce que je lisais que certaines femmes mentionnent avoir, comme si ça aidait l'endométriose de tomber enceinte. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? C'est tout à fait vrai. La majorité des femmes, en fait, un des traitements de l'endométriose, c'est la progestérone, les progestatifs. Et en grossesse, on a des marées de progestérone. Donc, le placenta va faire des hautes doses de progestérone et les tissus se ramollissent. C'est souvent la cicatrice de l'inflammation répétée qui fait que les tissus sont rigides. C'est ça qui cause la douleur, l'inflammation, la rigidité. Alors qu'en grossesse, il n'y aura plus la stimulation par les estrogènes des implants. En plus, les tissus vont redevenir souples. Marée de progestérone qui vient faire atrophier, rapetisser les lésions, les rendre inactives. Donc, souvent, les femmes sont bien, mais il faut vraiment s'attendre qu'une fois l'allaitement terminé, au retour des cycles menstruels, les douleurs vont revenir tranquillement. Donc, c'est pas un traitement à long terme. OK, c'est ça. Est-ce que parfois, ça l'est ou après une grossesse où il n'y aura plus de symptômes de l'endométriose ou dans la grande majorité? Oui, c'est plus un répit. Puis dans la très vaste majorité, si on retourne sur des cycles naturels, ça va revenir. Les symptômes vont revenir si on fait rien. Par contre, si une patiente est tombée enceinte, ça a redonné de la souplesse, elle prend un beau traitement suppressif après la grossesse, là, elle peut être très, très bien. Là. C'est vrai que ça peut fluctuer à un certain niveau, mais vraiment, habituellement, là, si on retourne... J'entends des fois là, dans la vie, mais il faut comprendre aussi que la douleur, des fois, ça peut tellement être multifactoriel. Donc, des fois, on est juste dans une période de notre vie où on est mieux armé pour dealer avec la douleur. Donc, est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est tout le contexte qui fait que là, la douleur a moins d'impact sur notre vie? Ça peut être très, très difficile de vivre avec la douleur, puis la douleur peut vraiment entraîner une cascade de choses qui font que des fois, on est extrêmement abattu par cette douleur-là, puis la douleur fait que
c'est encore plus difficile à vivre avec cette douleur-là. Donc, oui, ça varie, mais probablement pour de multiples facteurs au cours de la vie. Donc, l'endométriose, je sais pas comment dire, on la classe vraiment selon les symptômes de la patiente. C'est ce que j'entends, parce que vous dites, il y en a qui vont avoir beaucoup de lésions, presque pas de symptômes, d'autres pas de lésions ou presque pas, puis beaucoup, beaucoup de symptômes. Oui. Donc, les traitements vont être... on va les prendre selon les symptômes de la patiente. Oui, bien, en fait, oui, on va commencer un traitement dès que la patiente nous rapporte l'inconfort, puis le fait que c'est ce qu'elle a besoin, là, qu'on améliore ses douleurs. Mais ce qui est vraiment intéressant à propos de la classification, c'est que classiquement, l'endométriose va être classifiée selon une classification. Il y a différents systèmes, et c'est tous des systèmes qui décrivent les lésions à la chirurgie. Bon, premièrement, c'est pas toutes les femmes qui vont avoir une chirurgie, mais c'est vraiment un système qui reflète l'étendue des lésions puis la complexité que ça va être de la chirurgie comme telle. Donc, c'est quelque chose d'important entre professionnels de la santé pour décrire l'étendue des lésions, quel genre de spécialiste ça va prendre pour procéder à la chirurgie. Mais c'est vraiment des outils de classification qui servent en rien à la patiente. C'est ça. Donc, moi, c'est pour ça que je travaille, c'est qu'on se fie à la sévérité, mais là-dedans, il y a des gens qui ont un endométriose stade 4, qui est le dernier stade, qui va avoir très peu de symptômes. Elle mérite vraiment une attention, cette patiente-là, parce qu'elle peut avoir des lésions qui vont venir envahir son rectum, peut faire envahir son arbre urinaire, causer des conséquences irréversibles pour ces organes-là. Donc, oui, c'est important, mais en même temps, on parlait tantôt de comment éviter les délais diagnostiques. Lorsqu'une patiente tente un premier traitement en première ligne, il y a plein de choses qui peuvent être bien faites en première ligne, puis l'accueil, il y a même tellement de médecins de famille maintenant qui ont un intérêt en santé des femmes, qui connaissent bien l'endométriose, qui vont dans les formations continues sur la santé des femmes. Donc, il y a un bel accueil qu'on peut avoir, on peut tenter des choses, il faut juste pas hésiter, si ça ne fonctionne pas, de reconsulter. Donc, ça marche dans 80% des cas, mais si on fait partie du 20%, faut pas hésiter à reconsulter, puis là, on va pousser davantage, puis là, souvent, c'est un peu le journaux des symptômes, c'était quoi les effets secondaires, qu'est-ce qui a pas marché, puis là, on peut être référé à un spécialiste ou même à un surspécialiste aussi, dépendamment. Donc, pour moi, ce qui va faire état de la sévérité, c'est vraiment la sévérité de la douleur puis l'impact sur la vie. Donc, si en première ligne, on tombe sur quelqu'un qui, d'emblée, même avec une échographie normale, elle a des douleurs extrêmement invalidantes qui la met en arrêt de travail, bien, pour moi, cette patiente-là a une présentation très sévère de sa maladie puis mérite probablement d'être référée rapidement vers un spécialiste. On peut tenter un premier traitement qui peut être tout à fait miraculeux, mais plus on part de loin, plus ça peut être difficile. Mais clairement qu'elle ne devrait pas attendre 10 ans avant d'être vue par un spécialiste. On devrait tenter un traitement. Des fois, on peut retenter un traitement en première ligne parce qu'on peut passer d'un contraceptif oral à un progestatif. Il y a plein de choses que la première ligne va être très à l'aise de faire, mais c'est important qu'on ait un réseau qui nous permet de référer, puis que les patientes qu'on puisse améliorer aussi nos centres d'expertise, nos ressources pour nos centres d'expertise, autant pour l'endométriose chirurgicale complexe, qui est une réalité, qui parfois nécessite plusieurs chirurgiens, non seulement le gynécologue, mais des fois un chirurgien digestif, urologique. Donc, on a des centres vraiment spécialisés. On a toutes les ressources nécessaires avec les bonnes imageries, mais aussi des centres spécialisés pour la douleur pelvienne pour ces gens-là qui, oui, peuvent avoir de l'endométriose ou des fois pas d'endométriose, mais qui ont des problématiques de douleur pelvienne chronique où ils ont besoin des gens qui travaillent en équipe avec psychologue, physiothérapeute, un bon médecin de famille disponible avec un gynécologue, mais qui se parlent tous à la même table. Donc là, souvent, on parle à des femmes extrêmement motivées, mais qui vont voir des professionnels sur leurs assurances privées où ça leur coûte des fois énormément de sous. Puis là, on travaille pas en équipe, on se parle pas, on n'est pas tous dans le même plan de traitement. Donc, on sait que ces approches-là multidisciplinaires fonctionnent, mais on doit avoir les ressources dans nos hôpitaux pour accompagner ces femmes-là pour qu'elles s'améliorent, réintègrent leur travail, puis redeviennent fonctionnelles dans leur vie. C'est ça, parce que dans la réalité, c'est quand même assez difficile d'avoir accès à ces équipes multidisciplinaires-là. Puis de savoir, tu sais, vous mentionniez tantôt pour l'échographie spécialisée, comment, comme médecin de famille, je m'assure que je peux référer à un spécialiste qui va faire la bonne échographie, qui va être avancée. Ouais. Comment on fait pour s'en assurer? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec. Exactement. Parce qu'en plus, certaines femmes, des fois, se tournent vers le privé, mais même si on paye pour avoir une résonance magnétique dans le privé, faut
avoir une lecture de ces imageries-là par un expert qui connaît l'endométriose. C'est bien important. Donc, c'est à ce stade-ci, comme les ressources sont limitées, je pense que c'est important de connaître notre milieu puis de faire des alliances. Comme moi, je connais une radiologiste que je sais qu'elle lit très bien les résonances magnétiques. Donc, c'est à elle que je réfère pour la lecture de mes résonances magnétiques. Moi, je suis spécialisée en échographie avancée en endométriose. Donc, je fais toutes les échographies pour mes collègues puis pour moi, pour aller chercher pour mes patientes. Donc, on va chercher les lésions. Mes collègues me connaissent, me réfèrent. Mais dans chaque milieu, je crois que c'est important de faire son réseau de gens qu'on connaît, même dans les chirurgiens, chez qui choisir qu'il y a une expertise plus en endométriose lorsque j'ai des cas conjoints à faire. Donc, il faut bâtir cette expertise-là, connaître notre réseau pour être sûr de référer à des gens qualifiés, puis qu'on évite de tomber dans un cul-de-sac, là. Puis, est-ce qu'il y en a partout au Québec? Disons, à Montréal, il doit en avoir, mais ceux qui font de l'échographie avancée en endométriose, on en a-tu? C'est-tu accessible? Présentement, l'offre n'est pas assez grande. L'offre n'est pas assez grande. Donc, moi, c'est disponible pour ceux, ça fait 10 ans que je fais ça, c'est disponible pour les gens qui viennent consulter dans mon équipe, au CHUL, au centre hospitalier universitaire de l'Université Laval. Donc, oui, c'est des patients qui sont référés. Par contre, la résonance magnétique, c'est ça, dans chaque ville, c'est sûr que c'est plus difficile pour les régions éloignées, mais on a des systèmes de corridors de soins. Souvent, les femmes, ça fait tellement longtemps qu'elles souffrent que ça leur fait plaisir. J'ai des femmes qui viennent du Nouveau-Brunswick, j'ai des femmes de Nouvelle-Écosse, de partout au Québec qui viennent à Québec pour avoir ça. Donc, les femmes n'ont pas peur de se déplacer pour aller dans les centres tertiaires pour avoir la réponse. Puis oui, on doit connaître, à Montréal, il y a des centres d'experts aussi qui sont capables de faire des bonnes imageries. Vraiment, l'écho avancé ou la résonance, c'est vraiment deux belles alternatives. Il faut juste être certain qu'on a accès à une lecture par des experts. Des experts, OK. Donc, pour les patientes, comment elles peuvent... Est-ce qu'il y a un moyen de s'en assurer ou c'est via le médecin? Parce que, comme on l'a mentionné au début, c'est pas tous les médecins qui sont au courant de ça. Oui. Donc, pour les patientes, je voudrais leur faire un message de pas se décourager parce que je suis convaincue que ça doit être une douleur morale énorme d'aller consulter, de chercher des réponses, de souffrir, puis de vivre la déception parce qu'on le sait, on se le fait rapporter que ça arrive encore, qu'ils arrivent dans un bureau puis qu'ils se sentent pas écoutés, pas validés, puis qu'ils repartent sans avoir eu ce lien de confiance-là. Je leur demande de pas se décourager, de reconsulter. Il y a des médecins c'est important d'avoir un bon contact avec son médecin, de sentir qu'on est compris. Puis là, on peut tenter vraiment des belles choses. Donc ça, c'est mon premier message. Puis après ça, oui, malgré les imageries normales, il peut en avoir. Donc si les symptômes sont sévères, qu'on n'a pas trouvé de solution, il faut escalader. Donc, il faut être référé à un spécialiste. Des fois, le spécialiste, le gynécologue, peut référer à un expert en endométriose. Donc, c'est vraiment la façon dont notre système présentement est fait. Il y a aussi des beaux systèmes de soutien. Donc, on a Endométriose Québec, qui est un groupe de soutien qui est sur les réseaux sociaux où on répertorie des ressources. Il y a beaucoup de discussions intéressantes. Donc, groupe de soutien pour les patientes qui peut vraiment aider dans les périodes difficiles. Il y a aussi un répertoire des médecins qui sont spécialisés en endométriose. Donc, puis même avec EndoAct, notre action politique qui est pan-canadienne, on a répertorié les experts en endométriose au Canada. Donc oui, il y a des très bons centres d'expertise. On entend des fois le message des femmes qui malheureusement se tournent vers l'étranger. On a vraiment des bons soins au Québec, au Canada. C'est malheureux. Je sens qu'il y a des femmes qui se sont pas senties écoutées, pas senties bien prises en charge. On a des bonnes ressources. Il faut simplement être référé puis escalader le système tranquillement parce que c'est pas tout le monde qui est obligé d'aller vers ça. C'est pas tout le monde qui a une endométriose sévère digestive qui envahit le tube digestif. Mais quand il faut se rendre jusqu'à ces centres experts-là où c'est pas tout le monde qui a des douleurs chroniques difficiles à traiter. Mais ça, j'espère qu'on va s'améliorer. C'est pas tous les hôpitaux. Puis même en centre tertiaire, des fois, les cliniques de douleur sont pas facilement accessibles. Il y a des délais énormes. On est conscient qu'il y a des délais
qui sont énormes. Je trouve ça inacceptable. J'espère que ça va s'améliorer. Mais c'est peut-être le plus grand défaut de notre système en ce moment. On a de l'expertise, mais oui, il y a des délais, mais il faut y aller, il faut s'inscrire, puis à un moment donné, ça va être notre tour. Oui, c'est ça. Parce qu'on sait, je pense que plus qu'on attend pour le diagnostic, plus que ça peut avoir un impact chez la femme pour le pronostic de la maladie. Plus qu'elle est prise en charge tôt, meilleurs sont le pronostic. Oui, plus on va mettre un traitement suppressif dans la balance tôt, plus on prévient les conséquences. On le sait maintenant, on voit chez des jeunes femmes qui prennent la pilule contraceptive pour la contraception, on a une prévention de l'apparition de lésions plus sévères, comme les endométriomes, qui ont un impact sur la fertilité. C'est des kystes d'endométriose sur les ovaires qui servent à concevoir. Donc, on le sait, on sait même après la chirurgie que le traitement suppressif fait réduire le risque de récidive des lésions à moins de 5 %, parfois 0 selon les 0 % là, dans les séries. Donc, c'est extrêmement efficace pour éviter la progression des lésions. Encore faut-il le prendre, être convaincu, le voir. Donc, oui. Puis, pour la fertilité, donc, on a aussi beaucoup de choses qui nous laissent penser que en prévenant la progression de ces lésions-là, on peut éviter chez certaines femmes d'avoir de la difficulté à concevoir rendu au moment de vouloir faire ses bébés. Donc, on évite la douleur pelvienne chronique, les impacts sur la qualité de vie. Puis je pense que les gens qui vivent pas avec la douleur, c'est vraiment facile de sous-estimer tout l'impact que ça a sur ces femmes-là. Il y a des jeunes femmes qui témoignent que ça a changé leurs aspirations, qui n'ont pas eu la carrière qu'ils auraient voulu avoir, qui ont littéralement modifié le cours de leur vie en fonction de cette anticipation-là de la douleur, la peur d'être obligé de se désister. Ça vient prendre une portion tellement monumentale dans leur vie. Puis, je pense que c'est ce qui m'intéresse le plus d'aller faire une différence en endométriose. C'est des jeunes femmes qui devraient être dans le pic de leur âge, être en train de créer leur carrière, fonder leur famille, faire leurs études, puis elles se trouvent complètement handicapées. Il y a même des gens qui ont une détresse psychologique tellement grande. Il y a des gens qui finissent avec des problèmes de santé mentale, suicide. C'est vraiment des choses qu'on voit dans les populations qui souffrent de douleurs pelviennes chroniques. Donc, tellement important qu'on s'en occupe. Oui, qu'on l'écoute, puis, tu sais, comme vous avez mentionné, la multidisciplinarité, c'est d'avoir aussi des psychologues, d'avoir, tu sais, comme vous l'avez dit, plus qu'on est anxieuse, plus qu'il y a de la douleur. Exactement. Puis de pas... On dirait souvent, c'est ça, plus que c'est associé aux règles, on dirait que c'est un peu négligé à certains niveaux. Oui, puis ça, c'est un peu aussi, des fois même comme professionnel, on a de la misère à en parler parce qu'on a peur de laisser le message de « Ah, c'est parce que c'est dans la douleur est dans ta tête ». C'est pas du tout ça, c'est qu'en douleur, il y a vraiment des psychologues qui sont spécialisés en douleur qui peuvent aider à revoir parce que la douleur vient qu'à avoir un impact dans tellement d'aspects de la vie. Puis oui, il y a une façon de le voir, de l'approcher, la douleur. Il y a plein de choses non médicamenteuses, donc qui donnent aucun effet secondaire, qui nous permettent de mieux gérer notre douleur. Il y a carrément des interventions qu'on peut faire pour diminuer nos seuils de douleur. Dire, là, je sais qu'est-ce qui se passe en dedans. J'ai eu conscience de, OK, il y a des lésions là. J'ai un traitement efficace suppressif. Là, je peux diminuer le son de la douleur. Puis, il y a aussi de comment voir comment on peut parfois, avec le temps, modifier le cours de notre vie, mais il y a des comportements qu'on peut avoir qui peuvent nous renforcer, nous ramener vers une vie normale, puis qui peuvent être positifs, puis qui peuvent... Enfin, c'est tellement long où ça vient comme... être tellement écrasant, des fois, la douleur sévère, que c'est sûr que c'est long puis ça demande un accompagnement pour s'en sortir après. Ça fait tout le sens du monde. Donc, c'est parfois négligé ou mal vu, alors que ça peut avoir un impact extrêmement important sur la progression de la douleur, d'avoir un accompagnement en psychologie, en physiothérapie, parce que des fois, on a tellement mal qu'il y a plein d'autres choses qui se crispent, il y a plein de muscles qui se mettent à faire mal. Il faut vraiment pas minimiser là, les composantes musculo-squelettiques qui se sont développées autour de cette douleur pelvienne-là, puis d'avoir vraiment une approche avec le médecin pour l'analgésie, puis avoir l'analgésie qui donne le moins d'effets secondaires possible. On sait qu'on essaie de se tenir le plus loin possible des narcotiques. Tylenol, anti-inflammatoire, les narcotiques vraiment là, dans les cas extrêmes, plus de crise aiguë, puis des fois, il faut y aller, mais de juste être conscient des conséquences que ça peut avoir, donc d'y aller juste quand il faut vraiment. Donc, beaucoup d'éducation. Il y a des neuromodulateurs aussi qu'on peut utiliser qui peuvent venir agir plus sur les
les nerfs, la sensibilisation des nerfs avec le temps, qui sont un bel outil, puis plein de choses complémentaires. Donc, j'aime bien les patientes, souvent, ils se font des journaux, puis on n'est pas toutes pareilles. Si il y a un aliment qui, pour une patiente, réamplifie ses douleurs, même si ça n'a pas nécessairement de lien avec son endométriose comme telle, si ça la rend plus ballonnée puis que ça empire sa douleur, mais là, c'est une cascade, là, tout devient pire. Donc, d'avoir toutes ces choses-là, la méditation aussi peut aider à la gestion de la douleur. Donc, il y a plein de choses complémentaires et qui, là, va souvent dépendre un peu de la patiente. Je les invite à aller découvrir ces choses-là, mais ils peuvent vraiment l'aider à s'en sortir puis retrouver une vie normale. Oui, puis ça les responsabilise aussi dans tout ça, puis que ça leur donne de l'espace, c'est ça que je trouve. Puis des fois, c'est comprendre des choses subtiles, comme vous l'avez dit, je suis contente que vous le mentionnez. Quand on a de la douleur, on va se tendre, puis ça va créer encore plus de douleur. Oui. Puis c'est comme beaucoup de femmes que je vois qui vont tomber dans ce cercle vicieux-là. Oui. Puis tout va être comme tendu, puis là, il n'y a pas de vascularisation, fait que les tissus deviennent souffrants, ça fait plus de douleur. Fait que, comme vous l'avez dit, juste la méditation, quelque chose pour relaxer, déjà, ça fait une différence. Mais il faut faire de l'éducation aussi par rapport à ça, puis ça aide beaucoup aussi les femmes. Tellement. Je pense que tout le monde a déjà eu un point dans le dos ou un point justement musculaire douloureux, mais il faut s'imaginer que le plancher pelvien, c'est tout un muscle. Ouais. Donc, il y a beaucoup de femmes qui vont développer énormément de douleurs au niveau du plancher pelvien, puis ça devient difficile de départager. C'est-tu mon endométriose? Puis souvent, les deux vont cohabiter, puis les physiothérapeutes sont vraiment bons pour arriver à relâcher le plancher pelvien en des exercices, aider à cette composante-là, parce que les femmes, parfois, m'arrivent et me disent « J'ai essayé telle chose, ça n'a pas marché ». Mais souvent, il faut les mettre toutes ensemble, parce que si on a juste fait la physiothérapie, mais on n'a pas bien pris en charge l'endométriose, bien, la douleur, à l'origine, est encore là, donc le spasme se recrée, ou si on traite très bien l'endométriose, mais là, il reste le spasme musculaire. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment les approches multidisciplinaires qui ont aidé, ou quelqu'un qui continue à très mal aller au niveau psychologique, mais qu'on vient bien adresser tout le reste. Ça se peut que la douleur demeure affaissante, puis que ça demeure pas capable de réintégrer le travail. Donc, c'est pour ça que chaque aspect est tellement important pour retrouver une vie normale. Oui, parce que ça a un gros impact, comme on l'a dit. Des fois, c'est négligé, mais ça a beaucoup d'impact. Vraiment. Puis ça m'amène à une question, parce que quand vous parlez du plancher pelvien qui est tendu, puis au début, on a parlé que une des hypothèses, c'est qu'il y a une menstruation rétrograde, là, oui. Les menstruations, ils ne peuvent pas sortir, donc il y a comme un reflux vers l'extérieur. Mais il y a je lisais que 75% des femmes qui ont des menstruations rétrogrades, mais seulement 10% qui vont développer l'endométriose. Oui. Puis, est-ce qu'on sait pourquoi par rapport à ça, ou on ne sait pas pourquoi certaines femmes vont le développer? Puis aussi, pourquoi il y a autant de femmes qui ont des menstruations rétrogrades? Est-ce que c'est... Oui. C'est normal, la menstruation rétrograde. Il faut comprendre que pour faire une grossesse, il faut qu'il y ait un ovule qui soit capté par une trompe. Donc, l'ovule, c'est tout petit, là, c'est microscopique, c'est laissé aller dans le ventre. Ça peut être la trompe droite qui va chercher l'ovule à la trompe gauche. Il y a un petit peu de liquide qui est libéré par l'ovaire. Il y a aussi souvent du liquide un peu qui traîne dans notre ventre, là, le liquide péritonéal. Donc, il y a de la circulation. C'est pour ça qu'il y a des femmes, des fois, même à l'ovulation, ils vont avoir un peu de saignement. Donc, c'est vraiment normal. Ça circule le liquide dans la trompe d'un côté comme de l'autre. Donc, lorsqu'on est menstrué, oui, ça peut couler au niveau vaginal, c'est normal, mais il y en a un peu qui va retourner vers le ventre à cause de cette circulation-là qui est importante pour la conception, pour obtenir une grossesse. On a l'embryon fécondé par le spermatozoïde dans la trompe qui va remonter vers l'utérus. Donc, tout à fait normal qu'il y ait du liquide qui circule à cet endroit-là. Ce qui est anormal, puis qu'on essaie de comprendre, il y a aussi dans les facteurs de risque, on se rend compte que les femmes avec des maladies auto-immunes ont plus d'endométriose. Donc, pourquoi, dans certains cas, les cellules d'endomètre vont ne pas être reconnues par le corps comme t'as pas d'affaires là. Parce que la plupart des gens vont avoir des cellules comme ça qui se promènent dans le corps, mais le corps va être capable de dire toi, t'as pas d'affaires là, puis on a des cellules de notre système immunitaire qui va détruire ces cellules-là, qui essaient de s'implanter au mauvais endroit. Donc, pourquoi il y a certaines femmes que la cellule va réussir à s'implanter à cet endroit-là? On pense que c'est peut-être justement des défauts au niveau auto-immun qui fait que le corps est moins capable de reconnaître que c'est pas une cellule qui devrait se développer à cet endroit-là. Oui, c'est ça. C'est une autre hypothèse au niveau immunitaire.
Oui, c'est ça. Ça en fait partie. Donc, tu sais, pour moi, le reflux menstruel, c'est pas très choquant, en effet, mais j'ai hâte qu'on comprenne davantage pourquoi. Aussi, on sait que c'est une prédisposition familiale. Ça doit être justement peut-être par un manque de mécanisme pour se défendre contre ces cellules-là qui ont envie de se développer. Puis même une fois qu'elles se développent, pourquoi certaines femmes ont des réponses inflammatoires très, très grandes. Là, ça s'inflamme. Là, ça va devenir cicatriciel. Il y a du tissu, des fois, très, très important qui va se créer entre les organes. Les organes vont adhérer ensemble. Puis ça peut être des fois des progressions fulminantes là, de la maladie, alors que d'autres vont avoir une maladie peu sévère qui va progresser très lentement. Donc, encore beaucoup de mystères là, qui régissent tous ces phénomènes-là. Puis c'est ça, la douleur vient surtout de l'inflammation qui est causée par ces tissus-là. Oui. Puis parlons un peu des cas plus sévères, parce que je pense qu'il peut même en avoir des fois au niveau des poumons. Oui. Au niveau du cerveau même, que je lisais. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Moi, j'en ai jamais vu au niveau du cerveau. Ça a été répertorié dans à peu près tous les organes, sauf la rate. Ça peut être partout. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi les hypothèses de cellules qui voyageraient par le système lymphatique ou circulatoire. Ça peut être un peu partout, mais il faut comprendre que c'est extrêmement rare. Mm-hmm. Le poumon, c'est un petit peu plus fréquent, ça demeure rare, mais quelque chose d'assez fréquent. On sait que les cellules circulent dans notre ventre, donc tout est ici comme une cavité, les organes flottent dans une cavité avec du liquide. Donc, puis en plus, il y aurait un sens à la circulation de notre liquide péritonéal. Donc, plus souvent, les cellules vont venir accrocher à notre diaphragme à droite, de par la circulation dans notre ventre. Donc, les lésions au diaphragme à droite, donc sous les côtes à droite, d'avoir des douleurs aux menstruations, ça peut être des lésions au diaphragme. Il y a des femmes, des fois, qui vont faire des pneumothorax. Donc, aux menstruations, ils vont avoir là, vraiment le poumon qui s'affaisse avec du sang qui vient s'accumuler. C'est quelque chose de, très peu fréquent, mais classique pour l'endométriose. Puis, ces lésions-là peuvent progresser, traverser le diaphragme et se rendre jusqu'au poumon. Donc oui, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vu, qui sont quand même là, des cas sévères, mais les lésions au cerveau, quelqu'un m'a parlé aussi de l'épisode de STAT où il y avait une lésion dans le nez. C'est vraiment des choses beaucoup plus rares, mais qui existent. À l'échelle là, mondiale, on a des lésions là, un peu partout qui ont été décrites. Puis comment on traite si la femme elle a parce qu'à chaque mois, la lésion qui est au niveau du poumon va avoir des segments? Oui. Selon le cycle menstruel. C'est pas toujours des segments, par contre. Il faut comprendre que c'est beaucoup de l'inflammation. Les lésions d'endométriose qui se retrouvent dans le corps, c'est pas toujours parce que vu qu'on l'associe là, à la menstruation au-dessus de l'endomètre, il va pas nécessairement avoir la desquamation qui va provoquer un saignement. Parfois, oui, ça peut saigner un peu, mais c'est surtout, honnêtement, inflammatoire, tous ces changements-là. La meilleure façon de traiter, toujours la même chose, c'est simple, mon travail. Traitement suppressif d'abord, parce que avec le traitement systémique, des hormones qu'on envoie dans le corps qui viennent faire atrophier les lésions, les calmer, enlever l'inflammation. Donc, de bloquer ça, ça peut très, très bien fonctionner, surtout pour les lésions situées à des endroits graves. Sinon, il y a la résection chirurgicale, puis selon la localisation de la lésion, la chirurgie peut être plus ou moins complexe, là. Puis vous, est-ce que votre spécialité, c'est justement la chirurgie ou c'est avec l'échographie? Parce que vous me disiez aussi de faire si, disons, la femme décide d'aller faire une laparoscopie, donc une chirurgie, de choisir un chirurgien qui va pouvoir traiter en même temps. Mais c'est pas tous les chirurgiens qui peuvent le faire. Exactement. Donc, puis là, je suis en train d'écrire les lignes canadiennes sur la prise en charge. On écrit celle sur le diagnostic, mais maintenant sur la prise en charge de l'endométriose médicale et chirurgicale. Puis, on met l'accent maintenant sur l'importance des centres experts. Donc, il y a des formes d'endométriose qui peuvent très bien être gérées par un gynécologue qui fait tous les gynécologues sont formés pour faire de la chirurgie. Il y a des endométrioses sévères, complexes, qui devraient être prises en charge par un chirurgien surspécialisé comme moi qui a fait ma surspécialisation dans la prise en charge des cas complexes d'endométriose. Parce que c'est des chirurgies, oui, qui sont complexes. On veut une bonne imagerie préopératoire pour être capable d'aller chercher toutes les lésions. Il y a des lésions qui peuvent se cacher, être plus difficiles à voir. Donc, on doit avoir un bon plan de match. C'est des chirurgies complexes qui peuvent ne pas être faites avec la même qualité lorsqu'on a des gens qui ont moins un gros volume. Donc là, on veut blesser personne, mais on va être certain que la femme qui reçoit une chirurgie optimale
optimale. Puis ça, c'est des choses qui doivent être clarifiées. On veut clarifier les trajectoires de soins. Puis lorsqu'on a des formes sévères, on doit être référé à des... puis c'est ce que les gynécologues font aussi déjà. J'ai des patientes aussi des fois qui me disent « Ah, je me suis fait dire que j'étais inopérable. » Je pense qu'il faut garder comme message que il y a toujours moyen d'être opéré. Les risques peuvent être plus ou moins grands, mais faut s'assurer que lorsqu'on a une maladie, c'est inopérable, ça devrait être vraiment un expert dans un centre expert d'endométriose qui dit ça, puis on dit pas ça d'habitude. Donc, il faut juste s'assurer que les femmes ont accès aux ressources disponibles, puis de plus en plus, on a des gens qui développent des expertises, ça évolue énormément vite, les avancées au niveau du diagnostic, des prises en charge chirurgicales, tout le monde a le droit d'avoir accès à ça. Plus on va loin dans les... C'est pas la vaste majorité de l'auditoire là, qui va avoir besoin d'aller vers l'ultra grand spécialiste, mais si ça fonctionne pas, si vous n'êtes pas satisfaite, qui continue à avoir des impacts sur votre vie, vous méritez d'escalader le système puis d'aller voir un spécialiste qui va vous aider à avoir le vrai diagnostic puis des bons soins. Fait qu'il n'y en a pas vraiment de cas inopérables. Ben pour moi, non. Mais est-ce que des fois, on a décidé de pas faire de chirurgie avec la patiente? Tu sais, des fois, on expose les risques à la patiente, puis on dit, écoute, il y a tel, les risques sont grands dans ton cas, ou pour telle raison, voici les conséquences possibles de la chirurgie. Puis oui, il y a des patientes, puis ça va dépendre vraiment de la sévérité des symptômes, mais vraiment... C'est ça, je trouve ça déplorable quand les patientes se sentent soit invalidées dans leurs symptômes, on en a parlé, ou pensent qu'il n'y a rien d'autre à faire alors que des fois, il y en a des choses à faire. Puis aussi, des fois, peut-être que les patientes peuvent s'être fait dire ça il y a 10 ans, mais il y a tellement de choses qui ont évolué depuis. Donc, si vous souffrez encore, n'hésitez pas à reconsulter, puis on va essayer les autres étapes, puis on va tranquillement faire le tour de notre coffre à outils, parce qu'on a un coffre à outils avec différentes options, puis toutes les femmes méritent de le connaître, le coffre à outils avec les différentes options. Si au final, ça n'a pas fonctionné, ben ça n'aura pas fonctionné. Pour les traitements médicaux, j'en ai des fois des patientes qui font un peu le tour, puis finalement, ça donne des effets secondaires, ils sont pas tellement bien. Puis on doit plus se fier à la chirurgie. Idéalement, on aurait fait de chirurgie plus traitement suppressif, mais on trouve toujours le moyen. Ce qui est important, c'est qu'ils soient au courant des méthodes, qu'ils aient accès aux méthodes, qu'elles les essaient pour qu'on aille trouver une prise en charge optimale pour elles. Mais vous amenez beaucoup d'espoir, je trouve, pour les femmes, parce que c'est pas quelque chose qu'on parle tant que ça, puis les femmes se retrouvent un peu perdues des fois avec leur maladie ou avec la douleur. Oui. Puis ça m'amène à vous demander, mais qu'est-ce qui vous passionne de votre métier, puis qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'aller vers l'endométriose? Parce que je pense que c'est la majorité de votre pratique, là. Oui, bien, c'est sûr que le fait de voir qu'il y avait tant de choses à améliorer, je crois que c'est le défi. Je pense qu'honnêtement, au départ, c'était le défi chirurgical. J'aimais beaucoup opérer, puis je voyais que c'est un grand défi. C'est des chirurgies complexes en gynécologie. Donc, c'est ça. Mais de plus en plus, ce qui m'intéresse, c'est pas juste le geste chirurgical, mais vraiment la complexité d'aller aider des femmes qui vivent des choses très difficiles. Puis c'est extrêmement valorisant. Ça peut être confrontant comme médecin d'être avec des patientes où des fois, on n'a pas toujours des succès. Tu sais, puis surtout, comme spécialiste, je vais voir plus celles pour qui ça n'a pas fonctionné. Donc, des fois, c'est confrontant. On voudrait que ça fonctionne, nos traitements. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de spécialistes et de médecins de famille qui vont se reconnaître là-dedans que c'est difficile des fois de vivre les échecs avec notre patient aussi, mais en même temps, c'est tellement valorisant lorsqu'on arrive. Donc oui, souvent, c'est à longue haleine. Des fois, on vit quelques échecs avant d'arriver à un succès, mais il faut pas perdre espoir, puis c'est extrêmement bien de pouvoir voir au final quelqu'un qui revient avec le sourire, qui a repris sa vie. Les patientes sont tellement reconnaissantes. Puis je trouve qu'avec le temps, les patientes arrivent avec de plus en plus de connaissances elles-mêmes sur la maladie. Ouais. On est capable d'aller plus loin. Elles ont lu sur le sujet, elles se sont informées, elles veulent comprendre. Puis ça, je trouve ça bien excitant là, pour l'avenir. On sait qu'elles ont une meilleure compréhension de leur maladie, puis de loin, ça l'aide à leur amélioration. Oui. Donc, il y a beaucoup de femmes de plus en plus qui se posent des questions parce que dans les polluants hormonaux dans l'eau, est-ce qu'il y aurait des hormones? Est-ce que ça a un impact au niveau de la maladie ou de l'apparition de la maladie?
Oui, bien, c'est vraiment une bonne question. En fait, c'est vrai qu'on voit de plus en plus des choses passer sur les perturbateurs endocriniens qu'on peut retrouver dans les plastiques qu'on retrouve dans notre alimentation, dans les produits industriels, des polluants environnementaux, des produits cosmétiques. En réalité, il y aurait une plausibilité biologique parce qu'on sait que c'est des perturbateurs endocriniens qui peuvent avoir une activité estrogénique faible. Puis l'endométriose, c'est stimulé par l'estrogène. Mais la vraie réponse, c'est que pour le moment, on le sait pas. On ne sait pas si ça a un impact sur le développement de la maladie, surtout quand on est exposé jeune ou in utero. On le sait pas encore. Puis on sait que l'activité est souvent faible, par contre, de toutes ces choses-là. Mais on peut croire qu'il pourrait y avoir un impact. Donc, ça va être intéressant de suivre ça là, dans le futur également. Quand on parle de perturbateurs endocriniens, c'est quoi exactement? C'est que c'est des molécules qui vont pouvoir venir stimuler les récepteurs. Donc, ils peuvent venir stimuler les récepteurs estrogéniques. Donc, d'ailleurs, carrément, dans certains produits cosmétiques, il y a des estrogènes, mais il y a aussi, en fait, certaines molécules qui sont des estrogènes, dont les plastiques, peuvent venir vraiment là, perturber en stimulant certains récepteurs. Donc, on peut croire qu'il pourrait y avoir un impact sur les lésions d'endométriose. Mais on sait que c'est quand même, pour le moment, des activités très faibles. Donc, c'est pas probablement pas des impacts très grands, mais on veut en savoir davantage, surtout justement dans le développement. Est-ce que ça a un impact? Ça va être important de regarder avec des futures recherches. OK. Est-ce qu'il y a des recherches en cours sur le sujet? Il y a des recherches en cours sur le sujet, pas dans mon laboratoire de recherche, c'est plus des recherches moléculaires, mais oui, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au plastique, aux polluants, puis voir leur impact. C'est des études qui sont complexes parce qu'on doit suivre les gens sur beaucoup d'années avant de voir une différence. Puis ça peut être des différences très, très modestes. Donc, c'est des recherches complexes qui vont probablement prendre beaucoup de temps avant qu'on puisse avoir nos réponses. Mais il y a beaucoup de facteurs confondants là, pour savoir exactement chaque personne a été exposée à quel type de polluant. Là, ça devient difficile de l'évaluer. Oui, de quantifier, tout à fait. Oui, mais c'est sûr que ça reste que d'ingérer le moins, d'être exposé le moins possible à ces polluants-là, ça reste un peu la solution en attendant qu'on ait les réponses. Là, mais... Ça plaît à l'esprit d'essayer d'éviter autant qu'on est capable. C'est ça. Oui. Donc, y avait-tu autre chose qu'on n'a pas abordé? Ça fait le tour. Ça fait le tour. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager, puis surtout pour le mois de l'endométriose, que les gens aient une meilleure idée de ce que c'est, puis surtout de donner de l'espoir aux femmes qui ont des douleurs, qu'il y a une solution, puis que si c'est pas l'endométriose, les douleurs, bien, c'est peut-être autre chose, puis on va aussi chercher, tu sais, c'est d'enlever un peu la stigmatisation à propos de ça, puis de trouver tout le temps une solution, peu importe c'est quoi la source, en fait, de la douleur. Oui. Toutes les femmes avec douleur méritent de l'aide puis une bonne évaluation. Oui. Merci beaucoup pour l'invitation. Pas de problème. Donc, j'espère que l'épisode vous a aidé à mieux comprendre la maladie. Puis si vous êtes pris avec des douleurs menstruelles chaque mois qui sont invalidantes, bien, il faut continuer à chercher. Il faut aller voir les médecins pour avoir des investigations, pour trouver des solutions à vos douleurs. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne.